bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse, analysant la saison 3 de Star Trek Enterprise. Ça a failli passer, mais c'est pas passé. Salut Sean, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Merci encore de m'accueillir ici dans cet épisode de Fast and Furious. Ah non, pardon. Au moment de la diffusion, je sais pas où on en est. Alors j'ai toujours pas fini le... J'ai légèrement commencé le montage, mais j'ai toujours pas fini la diffusion. Donc peut-être que cet épisode sera diffusé avant le premier de Fast and Furious 2. Comment ça s'appelle? La tier list à Galaxy Pop. Je vous renvoie vers la chaîne YouTube de Galaxy Pop où vous pouvez voir Sean et moi trier, classer de manière gravée dans la roche, gravée dans le marbre d'internet, la saga Fast and Furious. Spoil alerte, il y en a qui sont très bas. Et salut Thierry, comment vas-tu? Bah, ça va, j'ai déjà bu la moitié de mon Blue Wine et cette fois c'est pas la version allégée, donc je suis bien détendu. Je suis relax. Avant d'enregistrer, on demandait, on discutait de comment est-ce qu'on peut se relaxer dans sa nouvelle maison. Thierry a trouvé une technique. Je tiens à vous présenter mes excuses d'avance. Peut-être que vous l'entendez un petit peu. J'ai plus beaucoup de voix parce que j'ai eu un petit coup de froid et je pense que je suis en train de tomber malade. Donc voilà, je ne sais pas comment va se dérouler la soirée, mais ça fait déjà 1 heure que je suis connecté et par rapport à il y a 1 heure, je commence à avoir mal. Donc j'ai pris un Doliprane, mais peut-être que j'aurai une extinction. Quoi d'autre? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on dit avant de présenter l'épisode? D'ailleurs, tu pourras pas faire de scène de baston où tu nous cries dessus, là? Non, bah il y en a pas. Il y a pas de baston ce soir. Alors attendez, parce que je reçois des messages perso en même temps. Donc. Ce soir, on se retrouve pour parler de l'épisode 22 de la saison 3 de Star Trek Enterprise, The Council, qui s'appelle, en version française... Le conseil. Non. Non? Ah mais tu le sais, ça doit spoiler quelque chose. Ok, mais tu sais... Alors, le temps que ces deux-là réfléchissent, je tiens à vous préciser, je suis en train de boire du Fanta avec 12% de véritable jus. 12%. C'est incroyable. Il y a ça de véritable jus, tout le reste, Pour le coup, c'est de la merde. n'écris pas, quoi. C'est énorme. Le reste, c'est je sais pas. Bref, alors, pas d'idée, il s'appelle Trahison. Eh ouais. Voilà, disgrâce. Diffusé le 12 mai 2004 pour la première fois et se déroulant, parce qu'on a la date, le 12 février 2154. Réalisé toujours par l'immense David Livingstone et scénarisé par Manny Koto. C'est un épisode qui a été vachement apprécié, j'ai l'impression, parce que sur les internets, sur le forum Ultime Frontière, il n'a été noté que, entre guillemets, 7,67 sur 10, mais sur la communauté francophone de Star Trek, il est noté 9 sur 10, pour une moyenne de 8,34, avec des retours positifs comme « on veut voir la suite » ou « bon, je reconnais que la fin est pas trop mal, 9 sur 10. » Pas trop mal. Ouais, 9 sur 10. Bon. Et puis c'est un vrai message, hein. J'ai pris juste la fin parce que ça m'a fait mourir de rire, mais disant c'est pas fou, c'est pas terrible, machin truc, et il termine comme ça. J'étais assez mort de rire. Retour négatif par contre, un peu prévisible. Bon voilà, c'est pas énorme. Et l'esprit Trek est tout de même plus light ici que ce à quoi la série nous avait habitués. Impossible pour moi de dépasser le 6 sur 10. Et ça, c'est Yves Raduca qui l'a dit. Qu'en as-tu pensé, Thierry, de cet épisode? Alors, soit t'as pas de micro... Et j'avais coupé mon micro, tout à fait, pour pas perturber en tapant au clavier. Oui, non, je me suis éclaté. J'ai adoré l'épisode, je me suis régalé devant. Voilà. Ok. Et toi, Thierry? Sean, pardon.
C'est à cause de ton pseudo là, Toti. Dès que je vois Toti, je me dis Tyrion. Non, moi aussi j'ai bien aimé. On arrive sur la fin, puis on arrive sur les gros épisodes de l'arc, tu sais, si on veut. Puis ça marche. Ok. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu mou au démarrage, mais après, ça va mieux. Mais ça va. 9 sur 10. C'est pas mal. Ouais. 19 sur 20. L'épisode commence. J'ai pas de questions. Vous avez des questions? On pose une question? Non, j'ai pas d'idée. Bon, ça me viendra peut-être. J'y ai pas pensé. Je n'ai toujours pas retrouvé ma feuille. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas quoi vous Cette poser question comme question. bonus, où est ta feuille? Ouais, je suis tellement triste à ce propos, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que l'on commence? Vous êtes prêts? Allez, C'est parti. L'épisode commence évidemment par un récap, rappelant notamment l'implication de Daniels dans le futur, les preuves apportées par Archer à Degra et le fait que Degra l'invite à se présenter au conseil. On nous rappelle également qu'il y a pas mal de tensions au sein des Xindi. Scène numéro 1. L'épisode s'ouvre sur une zone blanche. Hop. Probablement hors du temps et de l'espace, où les créateurs de sphères arguent à propos de l'arme Xindi. Notais-je. Alors ouais, j'ai ouvert une parenthèse, mais je ne l'ai pas fermée, donc je ne sais pas. Probablement hors du temps et de l'espace. Je pense que j'aurais dû fermer la parenthèse à ce moment-là. Apparemment, le vaisseau humain pousse les lignes temporelles à l'arrêt de la création de l'arme, mais le doute persiste. L'alien que nous avions vu dans le passé est plutôt positive quant au succès de la création de l'arme, mais elle reçoit un gros coup de pression des autres aliens qui attendent fermement la destruction de la Terre. La bagarre va commencer. Générique. It's been a long run. C'était chouette. Dommage. Enfin, oui. Thierry, il a idée de dire un truc. dommage. Ah. Oui, non, je pense que c'est juste hors de l'espace. Parce que je pense pas qu'ils soient atemporels, les créateurs de sphères, même s'ils peuvent voir le futur et se projeter dans le passé. Je pense pas que ce soit comme les aliens du Vortex de Deep Space Nine. Mais en vrai, on n'en sait rien, donc ça pourrait. Tu penses Ok. qu'ils sont dans le futur par rapport au présent de la série? Ok. Moi, je trouve limite dommage de nous avoir refait le coup du Vortex avec ces trucs qui... Tu vois, c'est dommage de ne pas avoir fait un petit décor, mais quelque part, c'est un peu plus mystérieux aussi. Et puis, ça correspond à ce qu'on n'arrête pas de nous dire, que là où ils sont, ils peuvent pas vivre, ils sont coincés entre deux dimensions, je crois, ou je sais plus quoi, et qu'ils veulent venir chez nous, donc... Ils sont peut-être sur une planète, là, il y a juste beaucoup de brouillard, tu sais pas. Beaucoup de brouillard et de soleil quand même. Bref, scène numéro 2. L'Enterprise, non, c'est pas ça. L'Enterprise est est côte à côte avec le vaisseau de Degra. Phlox, dans l'infirmerie, scanne T'Pol et lui annonce qu'il n'y a plus de Trillium D dans son métabolisme. Hurrah! Elle lui dit qu'elle a du mal à gérer ses émotions malgré les méditations lorsque Tucker entre dans l'infirmerie. Il lui demande si elle va bien. Elle répond juste un petit mal de tête. Il dit qu'il pensait que les Vulcains ne pouvaient pas avoir mal à la tête. Pardon? Pourquoi? Cliché spéciste sur les Vulcains de la part des Terriens du 22e siècle. Ah d'accord, ouais, voilà, parce que on a vu Spock faire « Ah, j'ai mal à la tête » plusieurs fois, il me semble. Ou Et même... c'est juste Trip qui assume quelque chose de raciste, quoi. Ok, voilà, non mais je me demandais si c'était... voilà, si... Ok, merci. Sur le coup, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Puis elle part. Tucker est inquiet, mais Phlox élude la question en gardant son secret médical. Tucker souffre d'une élongation. Puis Tucker se confie à Phlox. Il craint que les Xindi ne soient pas très faciles à convaincre. Phlox essaie de lui dire que Degra semble être une personne raisonnable, mais Tucker répond que les habitants de sa ville ne sont pas d'accord. Et ça, je trouvais que c'était excellent.
Il dit pour être exact, enfin non, pas pour être exact parce que j'ai pas noté la phrase en anglais, mais le sens derrière c'était ils ne peuvent pas être d'accord. Oui. Parce qu'ils sont morts, Oui. donc ils peuvent pas être d'accord. Et j'ai trouvé ça vachement frappant parce que la tournure de phrase était vraiment bien pensée pour ça. Ouais. C'était et puis direct, hein, entrée d'épisode, t'as un petit peu de mystère, machin, un petit peu de poursuite d'un arc personnel, et puis vlan, t'as Tucker qui débarque et qui te met ça dans les dents, quoi. C'était pas mal. Scène numéro 3. Dans l'Ops, T'Pol et Archer expliquent à Degra. C'est ça qu'il faut mettre comme image? Il me semble, ouais. T'Pol et Archer expliquent à Degra que les sphères sont gérées par un réseau d'IA. La décision est prise de mettre le cap vers une sphère proche afin de récolter des données sur leur créateur. Qu'est-ce que c'est ça, du coup? Non, bah alors du coup ça devait pas être ça. Non, mais il y C'est avait plus tard, littéralement une mais, image de sphère, je pense qu'ils avaient à l'écran. Ok. Hmm. Non, bon, c'est pas grave. Mais c'est un rapport avec les sphères Mais, aussi. et du cette coup, image. cette image, ça vient plus tard. L'image Ouais. de Ah Archer, bah non, mais attends, mais ça T'Pol commence par là. et... Non, ça, c'est la Il scène y a, dont il y a tu encore. parles. Parce qu'il y a encore le générique écrit dessus. Est-ce que mes images Ouais, il y a encore le générique. sont bien dans l'ordre? Ouais, il y a encore le générique. Oui, donc si, c'est la scène dont tu parles, pardon. C'est moi qui... En fait, tu sais, il explique qu'il y a un moteur, je sais pas quoi, il y a une source d'énergie des sphères. On dirait un brachiosaure qui Il implose. montre ça à Degra. Et en fait, ça, c'est le cœur de la sphère. C'est là où il y a l'énergie de la sphère qui est produite, en fait. Ok. Ah, d'accord. Ok. Il y a un espèce de zoom sur le graphique. On voit la sphère en vectoriel comme ça. Ça zoome dessus, on voit les structures à l'intérieur. Et ça zoome encore, et puis on voit au centre, il y a ce machin, quoi. Je me souviens plus. Scène numéro 4. Dans la salle d'armes, un Lone rejoint Reed. C'est un Lone spécialisé dans les combats en gravité zéro. Reed lui dit de se tenir prêt. Scène numéro... Quelque chose à dire? Ce Lone, c'est Hawkins. Il était dans l'équipe qui a abordé le vaisseau Vulcain dans Impulse. Ok. Je crois que je l'ai noté. Et, ouais. Et il était aussi dans les épisodes, dans l'épisode The Shipment, tu sais, là où il rencontre l'arboricole. Ouais. Il faisait partie du détachement là sur la planète. Et il était dans Anomaly aussi, mais je sais plus ce qu'il a fait dedans. Tout le monde était dans Anomaly. Moi, j'aime juste le concept qu'ils ont de spécialisation, puis la spécialisation genre zéro gravité. Je trouve que ça a du sens. Mais moi, je suis surpris qu'ils savent pas. Enfin, remarque si, oui. Non, mais ils savent doivent tous, mais c'est que lui, savoir il un est petit. Ouais. spécialisé vraiment là-dessus, tu sais. Ouais. C'est marrant. Et du coup, c'est bien que ce soit lui qu'ils envoient faire des investigations ou sur des vaisseaux qui sont peut-être endommagés, ce genre de choses. Oui, bah dans Impulse, ça avait totalement du sens qu'il y soit carrément. Ouais. Tout à fait. Scène numéro 5. Alors qu'une navette de l'Enterprise part vers sa destination, la sphère, Degra et ses hommes envoient des infos à Archer. Soudainement apparaît l'alien. Alors là, oui, on a la navette qui s'en va, hop, et on a l'alien qui apparaît à Degra. Elle veut le convaincre de faire demi-tour. Elle le fait douter en lui disant qu'en suivant sa voie, les Xindi deviendront une grande civilisation. C'est ce qu'elle a vu dans le futur. Mais les actions de Degra mettent carrément tous les Xindi en danger. Mais face au flegme de Degra, l'alien demande « Mais qu'avons-nous fait pour perdre votre confiance ?» À quoi il répond « Vous ne l'avez jamais gagné. » Waouh. Quel... Enfin, il dit ça, mais il a quand même accepté de la construire, l'arme, le prototype, tout ça. Donc, c'est un peu tard pour dire ça. Oui, mais oui, totalement. Oui. Mais c'est quand même cool. C'est pour la réplique, je pense. Mais
C'est marrant parce que d'entrée de jeu, c'est juste louche en fait qu'elles viennent le voir. En fait, c'est louche qu'elles ne veuillent pas permettre que les humains montrent des preuves au Conseil Xindi. Et il n'y a personne qui dit c'est louche ça que t'aies pas envie qu'on en parle parce que là pour l'instant on va faire que discuter, hein, c'est juste voilà. Donc voilà. Après, si t'as des alliés et que t'apprends qu'ils veulent parler avec tes ennemis, tu te dis peut-être que mes ennemis vont réussir à retourner le cerveau de mes alliés, machin. Ouais, le problème c'est que c'est pas censé être leurs ennemis les terriens. Ça l'est, nous on sait que ça l'est, enfin ça le sera dans le futur. Mais c'est censé, dans le narratif des constructeurs de sphères, les terriens, c'est pas censé être leurs ennemis à eux, c'est censé être les ennemis des Xindi. Ouais. Écoute, que sais-je. Scène numéro 6. Dans le bureau d'Archer, Degra se plaint. Les créateurs de sphères ont menti aux Xindi en les manipulant. Les arboricoles le verront également, mais les autres espèces. Après tout, les créateurs sont vénérés comme des dieux. C'est face à cela qu'Archer et Degra vont se battre. Mais tranquillement, Archer répond qu'il a fait face à un tribunal Klingon. Il sait ce que c'est l'antagonisme. C'est marrant ça. Rappel du premier cool, épisode. C'est l'épisode Judgment de la saison 2. Ah mais oui, non, c'est quand il est envoyé sur Rurapente. Oui, pardon. Ouais. Mais déjà dans le premier, il n'y a pas un truc, il se fait un peu... Ouais, moi aussi j'avais pensé au premier épisode, mais je pense que tu as raison. Non, peut-être que dans le premier épisode, c'est pas tant un... Il n'y a pas de tribunal, non, mais il fait juste confronter des politiciens Klingons. C'est ça, ouais. Moi aussi j'avais pensé à ça. Ouais, mais c'est vrai, j'avais oublié le Rurapente. L'interphone sonne. Des vaisseaux Xindi sont en route. Degra précise qu'ils sont arboricoles, aquatiques et humanoïdes. Attendez, je croyais qu'on disait des primates. Je comprends plus rien, moi. C'est pas un souci de sous-titre ? Peut-être. Mais il me semble qu'il avait dit ça aussi à l'oral. Mais bon, je me le suis peut-être... Bref, ça, voilà. Et du coup, vous allez voir dans l'avenir, des fois je vais dire humanoïde, des fois primate, parce que je sais plus. Mais bon, désolé. Scène numéro 7. Dans un couloir, ça va vite. Hein. Enfin, ça va vite pour nous parce que les scènes sont cool, mais en soi, il n'y a pas grand-chose. Hein. T'as raison. Il dit humanoïde en anglais aussi. Je viens de le vérifier. Parce que quelque part, ils sont tous humanoïdes en plus. Ça marche pas. Ouais, il y a que les, aquatiques qui ne le sont pas. Simplement. Ouais, est-ce que c'est une erreur de script ou est-ce que c'est une erreur C'est Manikoto qui est un gros con. De l'acteur. Ouais, de l'acteur. Est-ce que c'est l'acteur qui s'est trompé? Peut-être. Hein. Puis après, ils ont pas fait gaffe ou ils ont dit tant pis. On la garde, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'en refilmer une autre. Faut que ça avance. Et pourtant, c'était filmé en numérique, hein, donc ils pouvaient... Ouais, est-ce que c'est les primates? Ouais, c'est dommage. C'est des gros nuls. Je suis sûr que c'est pour ça qu'Yvra Duca n'a pas aimé. C'est pour ça qu'on a... C'est pour ça que c'est seulement... C'est pour ça que c'est seulement 9 sur 10. Voilà. 7. Dans un couloir. Non, je l'ai déjà lu. Non, je l'ai pas lu. 7. Dans un couloir, toujours Degra et Archer discutent. Archer demande qui et comment il doit convaincre. Degra liste alors les membres du conseil. Nous avons donc Janar, le scientifique arboricole. Attention à ma prononciation, qui a fait Amansor, une aquatique qui sera particulièrement compliquée à faire prendre parti. Les insectoïdes, qui ont un nom imprononçable, qui choisiront très vite leur camp. Et Dolim, le commandant reptilien, qui est un salopard de première. Chouette scène qui m'a personnellement rappelé un peu les jeux vidéo, briefing de mission. Pareil Thierry, il me semble que tu as marqué puisque tu nous as fait les captures d'écran. Oui, bah c'est très cool d'avoir... Il y a certains membres de conseil dont on ne connaissait pas le nom et c'est cool de les avoir. Et ça m'a beaucoup fait rire, genre même les autres Xindi trouvent que les reptiliens ils ont des noms trop compliqués. Pas les reptiliens, les insectoïdes. Et en même temps, c'est logique, parce que quand tu les entends parler, ils ont un langage qui est
tu vois, il frotte leur mandibule pour faire du bruit, quoi. Donc, tu peux pas faire ça avec une bouche et une langue. Non, C'est ça pas ne marchera possible. pas. Déjà, c'est miraculeux qu'ils aient un moyen de prononcer le nom des aquatiques. C'est sûrement des noms traduits. Ça doit pas être le vrai nom dans la prononciation aquatique. Ça doit être un Tout nom à fait. adapté. Ils ont, Oui, ou peut-être que les aquatiques ont pitié Ouais, ça doit être ça. des autres. Non, mais Et ils tu- leur ont dit, bon, attends, on va prendre ce nom-là. ça sera mon nom pour vous. Voilà, mais c'est comme voilà, C'est Fred on et moi a c'est un Bob. nom. Voilà. Conseiller Fred. Scène numéro 8. Dans une salle de bronzage, hop, pour Xindi reptilien, Dolim, le fameux, reçoit de la visite d'un sbire qui annonce avoir retrouvé les débris du vaisseau détruit 2 épisodes plus tôt. Par Degra, pardon. Les analyses sont claires. Il a été détruit par une attaque. L'interphone sonne. 6 vaisseaux, dont le terrien, sont en approche. Tin, tin, tin. Là, je viens de penser à un truc. Il est à bord du vaisseau, là, ou il est dans le bâtiment du conseil Xindi? Non, il est à bord du vaisseau, puisque... Non, je m'étais mis en tête qu'il était en bord de son vaisseau. Mais si, puisqu'il intercepte d'ailleurs le vaisseau des grains. Et qu'il lui dit non, vous n'allez Oui, pas bah voir le oui, conseil. oui. Ouais. Du coup, c'est pas un peu... C'est bizarre que Genre- son vaisseau soit pas équipé pour Oui, parce le qu'en chauffer, fait, ouais. alors, ça dépend comment on interprète la scène. Toi, t'as dit salle de bronzage, effectivement, salle de bronzage, ouais, ça marche. Parce que en vrai, c'est parce que je pense à ça parce que je suis sûr que vu que c'est des reptiles et que les gens qui ont des reptiles, ils ont des lampes chauffantes dans leur vivarium pour que leurs lézards puissent se chauffer sous la lampe. Euh, ça fait dire que la scène, elle est inspirée de ça. Et ça n'a aucun sens que ce soit pas tout leur vaisseau, vu qu'ils ont des vaisseaux par sous-espèce, que tout leur vaisseau soit à la température et à la luminosité dont ils ont besoin. Est-ce que ça consommerait pas une énergie dingue? Non. D'accord. Ils repient l'espace-temps pour déplacer à la vitesse de la lumière. Ça consomme plus d'énergie que tout ce que tu pourras imaginer d'autre. Donc, Ok. C'est peut-être tout simplement comme nous on se divertit, on regarde un peu la télé. Ben lui, tu sais, il est bien chauffé sur son vaisseau, mais ça c'est comme un bonus là. Tu sais, c'est comme je me mets vraiment sous C'est un bon bain. les lumières. Ouais, c'est un bain de chaleur. Là. Ouais, ou un sauna, Ouais, quoi, l'équivalent d'un ouais. sauna. c'est possible. J'aime Ce qui ce rend genre la de scène... j'aime ce genre de détail parce que ça rajoute du lore pour aucune raison valable. Genre ils n'étaient Mm. pas obligés de faire ça. Oui. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ça sert à rien dans la série. On est à 2 épisodes de la fin de la saison en plus, donc ils commencent à introduire ça maintenant. Il n'y aura pas de mécanique T'en niveau sais rien, hein. histoire Tu te rappelles là-dessus. comment il meurt, Dolim? Peut-être qu'il meurt la tête encastrée Il me dans semble un qu'il y a une soleil... explosion, donc tout le monde meurt à cause de la chaleur, fine, mais non, mais j'aime qu'ils mettent ce genre de détails parce que tu sais, ils auraient pas obligé de faire ça. Ils pourraient Ouais, faire une scène dans un couloir comme toutes les autres scènes de Star Trek, c'est mais vrai. non, on a ça. À, C'est sympa. à une seconde près, je crachais Ouais, mon j'ai vu que c'était chaud. Je C'est bien, ça continue. rajoute un peu de couleur aussi parce que l'épisode est sombre. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, il y a des complots, des machins, de la trahison. Donc forcément. Scène numéro 9. Sur la passerelle de son vaisseau que j'ai trouvé trop cool. On a une photo? Oui. Il y a des Après. vaisseaux dans l'espace, bon voilà, rien de bien neuf. Mais c'est dans les scènes d'après. Mais il me semble que je l'ai pris, oui, parce que j'ai trouvé trop cool aussi. Donc sur la passerelle de son vaisseau, Dolim contacte Degra. Degra lui dit amener l'Enterprise devant le conseil et ordonne à Dolim de désactiver ses armes et de les laisser passer. Dolim refuse. Degra fait tirer un coup de semonce. Dolim est très énervé, mais laisse passer. J'adore sur le plan de la passerelle, ils sont éclairés par en dessous.
Et ça donne une ambiance particulière, je trouve. Ça a un effet qui rend bien. C'est cool, mais bon, je sais pas si ça a du sens. Non, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Si tu veux être menaçant, tu sais, puis si t'es techniquement un peu des pirates de l'espace ou des pirates de l'étendue delphique, là, t'as envie de faire peur du monde. Là. Ça colle en Te plus faire éclairer d'en bas. oui. Ça colle en plus au style des reptiliens qui sont très un peu sur le comment ils sont rentrent dedans un peu, ils cherchent à impressionner. Tu vois qu'ils cherchent à impressionner souvent. En plus, tu sais, voilà, ils Ça- se chauffent les pieds, quoi. Ah oui, ouais. Ok, il y a du sens Mais là-dedans. la passerelle est super cool, ouais. Tout en espèce de doré cuivré là, ça fait. Ouais. Scène numéro 10. La navette de Reed arrive proche de la sphère. À bord, Paul, Reed, Mayweather et le Lon. Scène numéro 11. Quelque chose à dire ou pas? Mayweather, Je- ouh! Ouais, Mayweather est pas mal dans cet épisode. Ça m'a rappelé ce que tu disais où ils ont toujours l'air super serrés dans les navettes. J'ai dit ça, moi? Et là c'est. Oui, tu avais dit ça, je sais plus quand. Mais tu l'as dit dans une de nos émissions précédentes. Ouais. Et là, ils sont 4 dedans et t'as l'impression qu'ils vont manquer d'oxygène. C'est assez exigu. Mais ça colle, hein, c'est une navette, c'est logique, mais c'est marrant. Ouais. Faut pas lâcher une caisse. Désolé. Ça Scène colle numéro- avec la navette qu'ils avaient construite pour TOS, là. Tu sais, c'est le set, quand ils étaient dedans, c'était grand. Oui. Mais ils s'étaient trompés dans la Galileo. dimension. Ouais, ils l'avaient construit aux 3/4 de ce que c'est supposé être. Fait que dans l'épisode, quand ils sont devant la navette est techniquement trop petite. Ah oui. elle est sous-dimensionnée. C'est comme le Tardis. Peut-être qu'ils ont créé la technologie pour faire, mais ça marche qu'avec les navettes. Scène numéro 11. À bord de l'Enterprise, Archer quitte son vaisseau. Tucker ne cache pas ses craintes, mais Archer le rassure. Gardez mon siège au chaud. Oshi se joint à lui et, petit détail, elle tremble des mains. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Pas du tout. Ouais. Voilà. C'est tout. Scène numéro 12. Dans une navette, Degra, Archer et Oshi rejoignent le conseil qui se trouve dans une zone créée par les Xindi Avian, vieille de 4000 ans. Question. Je croyais que les Avians avaient disparu avec la planète originale des Xindi qui a explosé. Si les Avians ont peuplé plusieurs planètes, comment ont-ils disparu? Alors, à cause des guerres. Ouais. S'ils avaient établi des colonies sur d'autres planètes et que ces colonies ont été conquises par d'autres espèces Xindi, les Aviens ont pu abandonner ces colonies-là et être obligés de se replier sur la planète mère. Et donc finir par mourir sur la planète mère. Ok. Ok. Moi, j'ai été surpris. Je crois qu'on a... Oui, c'est ça, on a des visuels. Désolé, il y a tellement de vaisseaux dans l'espace, j'arrive pas à me repérer. Donc voilà, s'affiche la colonie Avian, je sais pas. Excuse-moi Thierry, tu disais. Non, mais j'ai beaucoup aimé tous les plans avec l'Enterprise qui est escortée par les vaisseaux des autres des Xindi, quoi. Je trouvais ça trop cool. C'était cool, mais pas très joli. Ah ouais? J'ai trouvé pas super beau. Ouais, ce qu'on a pu avoir. Ouais, j'ai trouvé aussi. J'ai trouvé que l'ambition créative a dépassé l'exécution qualitative. Je sais pas comment le dire là, mais. Non, mais c'est correct. Qu'est-ce que t'en penses? Non, il y a une bonne idée derrière, puis j'aime beaucoup ce qu'ils essayent de faire exécuter, mais c'est vrai que les cailloux font un peu, tu sais, vieux jeu vidéo, quoi. C'est peut-être un peu trop surexposé ou un truc comme ça. Ah oui, sur cette scène-là, ouais. Ah bah oui, clairement, mais... Ouais, je sais pas, ce qui est représenté, j'aime beaucoup. Oui. On est d'accord. Voilà. On est tout à fait d'accord. Scène numéro 13. Enfin, c'est le moment tant entendu
tant attendu. Archer se présente au conseil. Coupure pub. Degra a amené des preuves et veut les présenter au conseil. Les arboricoles sont prêts à écouter. Un jeu de regard se met en place entre Degra et Dolim. Non. C'est ça. La défense d'Archer commence. C'est complexe à décrire et très long, mais rapidement, Dolim l'accuse d'avoir créé les preuves. Degra prend la défense d'Archer en disant que non, les preuves sont réelles. Dès que Archer essaie de dire quelque chose, Dolim s'oppose fermement et l'empêche même de parler. Il exige que le vaisseau terrien soit détruit. Alors qu'il s'en va, Degra essaie de le retenir, mais se mange une patate. Archer également s'approche, mais un insectoïde le balance en arrière. Bref, ça tourne mal. C'était cool. Oui, j'aime beaucoup parce que peut-être que quand... non, je me souviens plus. J'aime beaucoup le fait que, en fait, l'épreuve, ça suffit pas à convaincre. C'est une condition nécessaire, mais ça suffit pas à convaincre. Ouais. Et ça serait vachement pratique. Genre, dans le monde réel, avoir une preuve, ça suffise. Mais non. Et du coup, c'est vachement réaliste, quoi. De voir que le type, il voit tout de suite, il a pas moyen de... C'est irréfutable, quoi. Mais il le réfute quand même parce que en fait, ça l'arrange pas, ça arrange pas ses projets, ou parce qu'il est fanatique, ou parce que peu importe. Il a juste pas envie que ça soit vrai, donc ça l'est pas. Voilà. Ouais, mais ça amène quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que du coup, un peu plus tard, on revient dans le conseil. Et la réunion reprend comme si elle s'était pas arrêtée. Enfin, et du coup, parce que là, moi, tel que ça finit là, je me suis dit, bon, ben c'est foutu, l'Enterprise va se retirer dessus, machin truc. Enfin, il va pas... Sur le coup, je me suis dit ça aussi. Parce qu'en plus, tu sais, il dit, si le conseil, il peut pas nous protéger de je sais pas quoi, il sert à rien. Et du coup, je me suis dit, ça y est, ils font sédition et machin. Et effectivement, alors on sait pourquoi, c'est expliqué pourquoi les reptiliens reviennent. Mais ouais, après tu peux te dire qu'il a juste employé des mots un peu forts et qu'il en est pas encore vraiment à ce Il a stade-là. foutu une patate Et que... T'es gras, quoi. Enfin, c'était... Oui, non, mais après, tu peux te dire déjà que les primates, des gras y compris, ils se disent que ça vaut quand même le coup de retenter le coup. Et donc ils vont pas remettre ça sur la table. Parce que l'enjeu derrière, c'est la guerre civile Xindi, quoi, le truc qu'ils veulent éviter à tout prix. Tout à fait. Et puis tu peux dire que les reptiliens, bon, déjà ils ont leur plan. Puis après, il sûrement. Moi, c'est vrai que quand j'ai revu le conseil, je me suis posé la question quand même. Mais moi, je me dis qu'il y a eu des négociations derrière. Où ils ont dit, bon, allez, ils ont de nouveaux éléments quand même, ça serait bien qu'on les regarde, machin. Yeah. Et que voilà, ils sont convaincus de revenir. Il y a peut-être aussi que culturellement, collectivement, les Indies savent comment sont les reptiliens. Ils savent peut-être que, tu sais, ils sont plus vite à s'énerver ou à savoir. Ils sont chauds. Ouais, ils sont dans l'excentricité, tu sais, comme elle me pète les couilles, fuck you, il donne un coup puis il s'en va. Mais ils savent que bon, ça fait partie de son show, il va revenir. Moi, j'ai vu ça dans la vraie vie, hein, des gens qui s'engueulent limite à se taper dessus, puis le lendemain ils se recroisent et ils font semblant de rien et ils se remettent à discuter. Et, voilà. C'est vrai que c'est surprenant, hein, pareil. J'ai vu ça plusieurs fois ado. Moins maintenant, mais. Là où je travaille, là c'est pas des ados, c'est des adultes, là, mais là où je travaille, il y en a un que, tu sais, c'est un espèce de spécialiste, là, il vient puis il t'enseigne des choses sur les programmes qu'on utilise globalement. Là. Puis un jour, tu sais, ils appellent ça des guns, mais dans le fond, c'est des mini-tablettes, là, des mini-téléphones. Là. Bah! Il claque ça sur la table, genre, il est énervé, tu sais. Puis après, 20 minutes après, bon, ben, tu fais comme ça, t'appuies ici. C'est comme, ok, mais c'est quoi ton problème? Mais là... Ah, mais des fois, il faut que ça sorte. Écoute. Bon, écoute.
Quand t'as pas un dégras sous la main, t'as un gun, t'as dit? Ouais, ils appellent ça des guns. Marrant. Bien. Dans la scène numéro 14, la navette humaine de T'Pol a trouvé un point d'entrée pour la sphère. La navette se dirige droit vers la sphère et alors que tout le monde panique, elle traverse un hologramme. Reed dit à T'Pol qu'elle aurait pu prévenir, c'est vrai. Mais bon, la navette est dedans, c'est ça qui compte. Reed et Lelon s'équipent pour Elle a l'exploration. encore ses émotions parce qu'elle a gardé son sens de l'humour. Qu'est-ce qu'elle dit? Et Il y a rien, elle dit rien justement. c'est justement pas. ça. Ça la fait rire. Ok. Alors, moi j'aime beaucoup parce qu'au moment où je me suis dit elle aurait pu les prévenir, c'est là qu'il a la réplique où il dit Vous auriez pu nous prévenir. Ouais. prévenir. Je sais pas, moi je trouve ça étrange. Ouais, mais... ça marche. Ah bah Surtout non, que mais oui. c'est ok, maintenant tu dis que c'est de l'humour parce que moi j'ai pas compris cette scène dans le sens où moi en tant que spectateur, pas une seule seconde j'ai douté. Je me suis pas dit une seule seconde ils vont s'écraser quoi. Oui, bah oui, on le sait. Et du coup je comprenais pas ce qui se passait. Mais maintenant que tu dis que c'était peut-être de l'humour, ok, c'était une blague pour détendre l'atmosphère, mais une blague diégétique. Non, je pense pas que c'est une blague pour détendre l'atmosphère par rapport à nous qui regardons la série. Mais je pense pas que c'était une blague pour faire de rire T'Pol? ses camarades. Je pense que c'était une blague pour se faire rire elle-même. Oui, ouais, Je pense que ça lui a plu de se foutre de leur gueule un petit peu, quoi. Du sadisme. Ouais, il leur a mis un coup de pression, ça y a plu. C'est quand même très bête parce que c'est Mayweather qui pilote et il aurait pu faire waouh. Non mais c'est ça. Le bouton rouge. On arrête. Mayweather aurait pu paniquer au dernier moment et faire un écart et du coup se prendre le vrai mur qui était à côté en essayant d'éviter le truc parce qu'il panique. Ouais. Voilà. Et comme bonne vulcaine qu'elle est, elle aurait dit, tu vois, j'ai essayé de faire de l'humour, ça ne marche pas, c'est pas logique. Aïe. Sauf que ça aurait été une réaction de la part de Mayweather particulièrement logique, efficace de la part d'un pilote et qui ne l'a pas eu. Preuve que Mayweather est un gros naze. Oh. Numéro 15. Réunion entre Archer, Degra, Jannar et le conseil. C'est le genre de cinquième épisode le cinquième épisode dans lequel il est depuis le début de la saison. Ok, on n'arrivera pas à convaincre les insectoïdes ou les reptiliens, mais essayons les aquatiques au moins. Degra a une idée et il demande à voir Phlox. On n'y est pas encore. Scène numéro 16, pardon. Sur la passerelle de Dolim, l'alien est là. Pour elle, Archer n'aurait jamais dû comparaître devant le conseil. À cause de cela, les arboricoles et les aquatiques hésitent. Pour que l'arme soit lancée, il faut que 3 espèces Xindi soient OK. 3. Un reptilien dit que s'il pouvait montrer une preuve que les créateurs n'avaient pas créé... oh là là, excusez-moi, j'ai du mal à lire. Un des reptiliens présents dit que s'il pouvait montrer une preuve que les créateurs n'avaient pas créé les sphères, cela arrangerait le truc. Est-ce que vous avez noté que j'appelle les créateurs des créateurs? Alors pourquoi est-ce qu'ils devraient prouver qu'ils n'ont pas créé les... Moi ça je savais pas. Que les Xindi pensaient que c'était pas eux qui avaient créé les sphères. Et pourquoi les appellent-ils les créateurs? Ah mais c'est pas les Xindi qui les appellent les créateurs de sphères. C'est l'Enterprise, c'est les humains. Et comment ils les appellent les Xindi? Ils disent pas ça? Si, il les appelle les... Je sais plus, en anglais... Je sais pas si c'est pas les protecteurs ou un truc comme ça. Mince. Tu sais, il les vénère à moitié. Oui, il les considère comme des dieux, ça y a pas de problème, mais je sais plus comment il les appelle. Les gardiens. Ils les appellent les gardiens. Guardian en anglais. Ok, alors je retire ma remarque qui n'était pas pertinente. Mayweather aurait pu la faire. Mais l'alien répond: prouvez à eux ou prouvez à vous, l'accusant à demi-mot d'hérésie.
L'alien donne alors l'ordre de récupérer l'arme, mais Dolim explique qu'elle est bien gardée et que les pertes seront énormes. On risque même la guerre civile. Mais l'alien a réponse à tout. Ouais, maintenant le schisme est inévitable. Mais après ça, les reptiliens régneront sur un empire unifié. Elle leur dit tellement ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est Ouais, tellement voilà. flag. Ça va vite, hein. Mm. C'est cool. Pareil, tu te dis, what? Allez, on y va. Guerre civile, limite guerre de religion aussi. Enfin, c'est parti. Scène numéro 17, pardon. Non, scène numéro 17. Dans l'infirmerie, Degra et Phlox discutent. Degra voudrait envoyer les preuves vidéo aux Xindi aquatiques qui se méfient de la parole et se fient plus au visuel. Ce qui est très cool. Puis Tucker entre. Phlox lui demande de modifier la navette de l'alien récupérée il y a quelques épisodes. Degra précise que c'est Archer qui veut que ce soit Tucker qui le fasse. Face à l'attitude compréhensible, mais plutôt négative, de Tucker, Degra le confronte assez rudement. « Je ne peux pas changer ce qui est arrivé à votre sœur et aux 7 millions de morts. Mais bordel, je risque ma vie et celle de ma famille. J'ai même tué des membres de ma propre espèce pour sauver nos demandes, là. » Tucker répond « Ok. » On a un visuel ? Non. Ah mince, j'ai raté plein de trucs. Ah, je suis désolé. Mais du coup, le cœur de la sphère apparaît à ce moment-là. Ok. Donc on a le cœur de la sphère, qui est l'objectif. Ouais, c'est juste après qu'il rentre dans la sphère, en fait. On le voit. Désolé, il me semblait qu'il rentrait et que ça paraissait beaucoup plus loin. Ouais, puis j'ai pas percuté, moi. Non, ouais. Une tête d'avion, avec une mâchoire super chelou. Derrière. Il y a une petite scène de dialogue, ça fait très herbivore. Ouais. Je me demande s'ils ont pas modifié un crâne d'animal, je sais pas, un buffle ou machin comme ça, qu'ils ont remodifié en rajoutant des trucs. Est-ce qu'il existe des projections d'artistes des avions, des Xindi avions? Est-ce qu'ils ont les trous là sous les yeux? Non, je pense qu'il y a des fan art, mais je pense pas qu'il y ait de concept art. Si vous cherchez, S'il y en a, ça m'intéresse. si vous cherchez genre un crâne de vache, Ouais. c'est exactement ce que tu dis, Thierry. On dirait un crâne de vache sur lequel ils ont rajouté des choses au-dessus. Puis voilà. Ça m'étonne pas. Ok. L'apparition de l'alien, donc toujours en espèce de transparence fluctuante sur la passerelle Xindi reptilienne, les vaisseaux dans l'espace, et Degra qui confronte Tucker. Je pense que c'est mon échange de dialogue favori, parce que Degra qui essaye de montrer patte blanche, quoi, qui essaye de dire, et qui parle le langage de Tucker, c'est-à-dire, et au bout d'un moment, Tucker, si tu le secoues pas un peu, il réagit jamais, et donc il lui rentre dedans, il lui dit désolé, mais au bout d'un moment, c'est bon, pas passe à autre chose, mais accepte que j'ai pu faire une erreur, quoi. Et c'était très cool. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans la situation de Tucker. Fait que c'est facile d'en parler sans l'avoir vécu, là. Mais c'est un petit peu un cas où c'est genre... Ou alors tu le tues, déjà. C'est genre tu te venges carrément, tue-le. Ou alors t'acceptes le fait qu'il l'aide maintenant. Mais arrête d'essayer de te plaindre constamment, d'essayer de mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est ou t'acceptes son aide ou tu l'acceptes pas, quoi. Là, il y a une espèce de entre-deux où c'est genre, tu sais, j'accepte que tu as changé, mais je suis constamment en train de t'envoyer des petits pics, quoi. C'est comme arrête, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de films de revenge comme ça, où le protagoniste accepte l'aide d'un antagoniste, puis le tue après. Il pourrait faire la même chose, Tucker, se dire bon, tu vas voir. Mais bon. Ouais, et puis être sympa avec lui pour endormir sa méfiance. Il n'est pas stratège. Hein. Scène numéro 17. Dans l'infirmerie. Non, c'est ce que je viens de dire. Scène numéro 18. Dans la sphère, l'équipe de Reed, T'Pol et Lelon explore.
Ils veulent l'ordinateur central. Dans la navette, Mayweather détecte un mouvement sans savoir précisément où. Nous voyons un genre de robot à œil rouge, donc forcément mauvais, qui s'active. Tu as le visuel? Ah oui, donc le groupe dans le cœur de la sphère en train d'explorer, qui trouve l'ordinateur central, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est autre chose. C'était cool, j'aime bien les scènes dans la navette, dans la sphère. Bah, c'est des décors en réel, en tout cas pour les premiers plans, parce que ils n'ont pas construit une sphère, hein, c'est pas possible. Mais les premiers plans, ils sont quand même fait chier à les faire en vrai décor, et c'est quand même des décors qui sont assez imposants. Donc je trouve ça plutôt cool. Est-ce qu'ils n'ont pas réutilisé ce qu'on avait vu dans l'épisode pilote de cette saison 3? Non, c'est dans Les Pirates, je sais plus comment il s'appelle. Anomaly. Dans Anomaly, il me semble pas qu'on voit d'aussi près. C'est plus proche d'un hangar quand ils récupèrent les affaires des pirates. Ouais. C'est vrai. Bon, ok. Ça me rappelle, moi, la fameuse scène de First Contact sur la soucoupe de l'Enterprise, avec Worf et Picard, et je ne sais plus comment s'appelle le troisième luron. Parce qu'il y a une notion de cercle et 3 personnes en scaphandre, c'est tout. C'est pas l'acteur qui joue Damien Dark dans Arrow? C'est le mec qui joue dans Desperate Housewives. Moi, ça me rappelle, mais ces décors sont pas du tout les mêmes, mais la disposition, ça me rappelle dans The Motion Picture à la fin, quand il trouve Vidger. Ou dans Alien, sauf qu'ils n'ont pas fait jouer des enfants. Dans la scène numéro 19. Sean, tu as le nom? Avant que je... il s'appelle Neil McDonough. Le personnage ou l'acteur? Ça, c'est l'acteur. Sinon, c'est Lieutenant Hawk. Scène numéro 19. Dans son bureau, Archer reçoit la visite de Degra, qui lui annonce avoir terminé le travail avec Tucker, pour qui ça a été chaud. En guise de remerciement, Archer lui redit que les Xindi servaient avec l'humanité pour la Fédération dans l'avenir qu'il a vu. Pas grand-chose. Scène numéro 20. Devant le conseil, Archer présente une nouvelle preuve. Je ne comprends rien. Pourquoi Dolly met-il là tranquille alors qu'avant il avait pété un boulard, chose sur laquelle on est revenu il y a quelques instants. Archer raconte l'histoire du créateur de sphères dans l'anomalie, hop, on a le visuel, et demande à l'Enterprise de créer un hologramme, l'alien et sa capsule. Les humains n'ayant pas la technologie pour créer une telle capsule, il leur est impossible de falsifier cette preuve. Archer demande alors confirmation. Est-ce bien là un gardien? Leur nom change à chaque phrase, ai-je noté, mais parce qu'en fait je suis un idiot et qu'en effet les Xindi l'appellent gardien et les humains créateurs. Désolé. Les arboricoles disent on dirait bien, les aquatiques disent oui, les insectoïdes disent non, et les reptiliens sont ouverts à en entendre davantage. Et là, tu te dis, ça pue. C'est assez... ça manque de subtilité, je pense. Mais bon, c'est normal. Quelque chose à dire? Non, c'est assez clair que dès le moment qu'on nous montre que le conseil est un peu divisé, donc ça, il y a des épisodes et des épisodes de ça, il y a peut-être une douzaine d'épisodes, on commence à te montrer que le conseil, il n'est pas aussi unique que ce que l'on pense. Dès ce moment-là, tu comprends qu'ils vont choisir une ou deux espèces, mais une qui va être le méchant. Ça va être la méchante espèce, puis ça va être comme... Du coup, non, c'est pas très fin de la manière dont tout ce qu'ils nous ont montré à date sur ces personnages et des espèces ou de la variante de l'espèce dans laquelle ils appartiennent,
euh, tout se passe comme prévu, quoi. Tu pourrais dire oui, effectivement, on sait très bien que les arboricoles, puis que les primates, ils vont être de ce côté-là. On sait très bien que les aquatiques, tu sais, eux autres, sont quoi? Ils sont techniquement comme la Suisse un peu. On se prononce pas jusqu'à temps que, ok, on va suivre le mouvement, tu sais. Ouais. Néanmoins, de manière interne, je suis surpris que Degra et Archer ne soient pas plus surpris que ça de la part de Dolim qui dit ok, on est prêt à en attendre davantage. Je suis surpris qu'ils ne soient pas, qu'ils Donc, n'aient ils pas de avaient méfiance. confiance en leurs preuves. Ouais. Ils se disent ouais, on a réussi On est bon. On est bon. à convaincre un fanatique. Scène numéro 21. Dans la sphère, le groupe récupère je ne sais pas trop quoi dans l'ordi central. Ça y est, j'ai plus de voix. Soudainement, quelque chose bouge et se dirige droit vers le groupe. Un bras mécanique façon Matrix attrape Hawkins, c'est le nom du Lon, et le pulvérise. Reed et T'Pol s'enfuient rapidement et y parviennent grâce à Mayweather, qui tire sur le bras mécanique façon Matrix. C'était cool, hein? Toi, Thierry, t'as dû apprécier. Oui, bah oui. Bah, c'est crado. et je me suis fait la réflexion en voyant ce passage. C'est que comment dire, de nos jours, depuis quelques années, c'est super facile de faire ça, ce genre de scène. Dire avec les effets spéciaux, les doubles numériques et tout, c'est un truc qui se fait comme ça. Il y en a partout dans tous les films, toutes les séries où il y a on va dire où il y a de l'action dans un contexte science-fictionnel. On en voit plein des trucs comme ça. Enfin, c'est pas exactement les mêmes, mais dans les années 2000, je pense que faire ce genre d'effets spéciaux, ça avait un coût qui était vraiment pas négligeable. Et ça devait être beaucoup plus impressionnant à l'époque. Non pas parce que, enfin aussi, mais non pas pour une question de qualité des effets spéciaux, mais ne serait-ce que le fait de pouvoir le faire et le mettre en scène. Tout à fait. C'est drôle, tu changes un peu ma perspective sur cette scène. Ah. Parce que moi, c'est le bras mécanique avec un œil rouge méchant, espèce de bras IA qui tabasse les gens. Moi, c'est pas quelque chose qui m'impressionne particulièrement. Puis c'est littéralement quelque chose, je me suis dit, tiens, c'est drôle, on dirait genre l'épisode final de genre Picard ou Discovery, quoi. C'est parce que tu t'es jamais fait tabasser la gueule par un bras mécanique à œil rouge. C'est pour ça que t'es pas impressionné. J'ai de la chance comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que tu mets ça en perspective. Puis à l'époque, ça devait pas être aussi commun, puis ni aussi cliché. Puis c'était peut-être pas la solution de facilité non plus, comme de nos jours. C'est peut-être une solution de facilité de mettre ton acteur sur un fond vert, puis de le tirer, puis de mettre un ennemi. Alors que peut-être qu'à l'époque, non, ça devait pas être aussi facile que ça. Scène numéro 22. Dans la salle des machines, le conseiller humanoïde et Degra viennent annoncer une bonne nouvelle à Archer. Les reptiliens acceptent de retarder le lancement de l'arme. Cool! Tucker demande à Degra s'il peut l'aider à synchroniser du techno-blabla. Degra reste et tout le monde part, ce qui permet à Tucker de parler. Il reconnaît que Degra s'est exposé. Degra lui dit que s'il avait autant souffert que Tucker, il aurait agi de la même manière. Excellent. Je le crois. Les deux, on croit. Non mais génial, cette scène. Très cool. Tucker qui réalise enfin qui... Après, ça reste dans la suite de son parcours, hein, mais là, c'était peut-être le plus dur. Et il arrive enfin à l'accepter, quoi. Ouais. Et c'est à la fois dans l'arc de Tucker, c'est génial, mais aussi dans l'arc Humanité versus Xindi, c'est excellent aussi, quoi. Tout à fait. On a un visuel. Question spoiler alerte. Un peu bizarre, mais là, c'est sa sœur qui est décédée à Tucker. Est-ce que si ça avait été genre son enfant, est-ce que vous
pensez qu'il aurait réussi à arriver à la même conclusion? Ou est-ce que vous pensez que non, ça aurait été trop? Je sais pas, parce que le cheminement est pas mal. Déjà, il se passe de longs mois. Et ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, je suis juste curieux parce que ça a été, mais la série l'a bien montré là, ça a été un long combat pour lui. Hmm. Donc voilà. Ouais, je sais pas. Scène numéro 23. Dans son bureau, Degra reçoit de la visite. C'est Dolim. Degra lui dit être surpris de sa décision au conseil. Ah, là, je suis pas le seul. Dolim lui dit qu'il espère que toutes les espèces les rejoindront, pardon. Ah ah, double jeu de sa part. Puis Dolim dit que les humains ont trouvé un bel allié avec Degra. Dommage que Degra ne soit pas aussi ami avec tous les Xindi. Dolim annonce alors avoir trouvé le vaisseau détruit et la preuve que c'est Degra qui l'a détruit. Dolim empoigne Degra et le plante de sa lame. Non! Tous avec moi, criez non! Oh, faites pas semblant. C'est d'autant plus crierai horrible sans bruit. que Tucker lui avait. Ça arrive juste après que Tucker lui, entre guillemets, pardonne Ouais. et il meurt. Voilà. Les dernières paroles qu'entendra Degra seront des menaces de mort sur la vie de sa famille. Aïe, 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 aïe. Quelle tristesse. Ouais, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il survive. Ouais, enfin, narrativement, c'est cool. Ça fait quelque chose. Ouais. Quoi. Ils ont travaillé très fort dans cet épisode pour te le faire aimer davantage en plus. On l'aimait déjà bien, mais dans cet épisode-là, ah ouais, on va le tuer quoi. Ouais. Et puis pour lui, là, enfin, quand tu meurs tué par une traîtrise, je sais pas si tu arrives à canaliser ton esprit, à te dire tout est foutu, ou si tu es juste concentré sur ta propre vie, mais ces derniers instants, c'est foutu, quoi. Enfin, là, il n'y a plus aucun espoir de son point de vue. Dolim, il va gagner, et en plus, il va détruire sa famille. Il pensait à son dessert préféré, il en a pas mangé depuis longtemps. Et il n'en mangera plus jamais. Non. Oui, c'est une mort atroce en entendant les menaces sur sa famille et tout. Ouais, c'est vraiment le truc. Et il a encore moins envie de mourir qu'il a envie de protéger les gens qu'il aime, mais non, il meurt quand même. Voilà. Je pense que c'est vrai. Scène numéro 20... Non, attendez, une petite minute de silence. Non, peut-être pas une minute. Mais ça fait quelque chose quand même. Un personnage de fiction quand même, faut pas non plus exagérer. Non, mais je sais pas, moi c'était cool, je l'aimais bien, tu vois. Non, mais ça fait émotionnellement, Non, c'est réussi. Ouais. Le pire, c'est qu'en plus, dans nos conversations, on en avait parlé un peu d'avance. Ah, Degra va arriver, etc. Donc c'est un personnage qui a quand même marqué, en tout cas qui nous a marqué nous, première fois qu'on a vu, ou les premières fois qu'on a vu cette saison, quoi. Non, c'est dommage. Bref. Puis stratégiquement, ça fait chier, quoi. Mais oui, ça tombe. C'est le bon moment pour Dolim, c'est le pire moment pour Degra. Ok. Numéro 24. Tucker invite Phlox à casser la croûte. Il ne cache pas ses questionnements. Depuis des mois, il s'est mis en tête de tuer les responsables de l'attaque. Et maintenant, on fait la paix avec eux. Il s'était habitué à la colère. Changeant de sujet, Tucker remarque que Phlox a maigri. Phlox lui partage son secret. Un ténia. Voilà, une belle scène pour respirer après ce qui vient de se passer. C'était suffisamment chaud. On a eu bien besoin d'une bonne blague caca. Enfin, pas caca, mais je sais pas comment intestin. Bah si, quand même. Surtout avec la fin, quand il explique comment il enlève quand il a suffisamment maigri, c'est totalement une blague caca. Hein. Enfin, il explique pas du coup parce que Tucker a pas envie de l'entendre. I don't wanna hear that. Ouais. Voilà. Mais Phlox est bizarre. Comment?
Flox, c'est bizarre. Dans cette scène? Bah, c'est pas si bizarre dans le sens où il y a des humains qui font pareil, Ah. mais Ah, Ok. bon, faites ce que vous voulez. Ok. Mais ne buvez pas votre urine, c'est surtout ça qui est important. débrouillez-vous avec ça. Scène numéro 25. Dans son lit, Archer reçoit l'appel du conseiller humanoïde qui lui annonce la mort de Degra. Les reptiliens demandent une réunion d'urgence. Selon le conseiller, c'est un coup des reptiliens qui ont profité de la baisse de garde de Degra. Archer passe le vaisseau en alerte tactique. Non, rien à voir. En alerte Reed. Hop, t'as une saison d'avance là, mon Ah, gars. excuse-moi. C'est pas encore. Scène numéro... Je déteste c'est un truc. Et puis, il te le balance au dernier épisode, c'est ça, hein, tout dernier épisode. Hein. Reed alerte. T'es là, putain, non mais sérieusement, quoi. C'est pas si mal que ça, arrête. Surtout que c'est déjà des alertes rouges. Enfin, ça n'a aucun sens. Non, c'est pas si mal que ça. Je suis désolé, c'est inacceptable. C'est la pire Les chose gars, qu'il il fait vient d'aimer Enterprise. les gars, il vient d'aimer Fast and Furious 6, puis il se plaint de Reed Alert, quoi. Putain. Ah non, mais c'est catastrophique. C'est vraiment honteux, je trouve, de la part de... C'est même pas une blague, en fait. Ça te dit, mais enfin, ça casse tout ce qu'a construit Enterprise sur 4 saisons, quoi. Ok. Ça devient une blague. Enterprise, c'était une blague. Scène numéro 25. Non, je l'ai déjà lu. Ah, voilà, tu vois, tu m'énerves. Scène numéro 26. Dans la navette, le groupe de Reed rentre tout penaud. C'en est trop pour Reed qui s'énerve. On s'habitue trop à perdre des hommes. Pour chaque mission, la limite acceptable, elle est de 20%. Et là, on a dépassé cette limite. Pour le rassurer, T'Pol lui dit « Les besoins du plus grand nombre l'emportent sur ceux des quelques-uns. » What? Ça part dans tous les sens, cette fin d'épisode. C'est assez incroyable. Je m'y attendais vraiment pas. Vous saviez qu'elle allait balancer ça? Bah non. Je l'avais oublié. Non, mais ça, dans le contexte, ça choque pas. Ah non, non, mais c'est... Waouh! C'est génial. Ouais, bah oui. Oui. Trop cool. Scène numéro 27. Dans le conseil, Dolim avoue le meurtre de Degra et l'accuse de trahison. Il embraye en annonçant avoir pris le contrôle de l'arme et s'apprête à la lancer. Face à la colère des membres du conseil, Dolim balance lui aussi un axiome: soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ça part vraiment dans tous les sens. Donc cet axiome que vous avez pu entendre notamment le 20 septembre 2001. Pas besoin de recontextualiser, je pense. Ce n'est pas un choix, mais un ultimatum, réplique Janar. Quoi qu'il arrive, les reptiliens et les insectoïdes sont en infériorité. Il faut 3 codes pour lancer l'arme, rajoute le conseiller humanoïde. Mais Dolim a plus d'un tour dans son sac. Non, je continue? Bah, si, quand même, là, t'en as parlé un petit peu, mais on est toujours dans ce truc, c'est toute la saison, hein, sur le 11 septembre et tout ça, et si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Le mettre dans la bouche, finalement, de ce qui devient l'antagoniste de la série, y compris face aux autres Xindi, c'est marquant, d'autant plus que la série adoptait, enfin la saison adoptait plutôt le point de vue des Américains qui étaient pour la guerre en début de saison. Et là, ça retourne complètement le truc. Et c'est ça qui est... Enfin, ça fait partie de ce qui est fort, et ça fait partie aussi de pourquoi cet épisode, c'est aussi... on continue à avancer dans ce truc d'inversion où finalement, les gens qu'on venait tuer, là, on est en train de s'allier avec eux. Et que finalement, même si les reptiliens et les insectoïdes ils partent de leur côté, et que du coup c'est quand même des Xindi les ennemis, il
il y a quand même 3 sur 5 des peuples Xindi qui finalement s'allient avec les humains politiquement quoi, pour protéger la Terre. Et ça, c'est... Pour pousser ça un peu plus loin encore, techniquement, là, on divise le peuple Xindi en factions différentes, on va dire. Tu sais. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément tous les mêmes points de vue. Est-ce que vous pensez que ça pourrait parler du fait que les extrémistes islamistes ne représentent pas du tout le monde musulman? Oui. Ok. Bah, enfin, ça rentre dans l'ensemble des trucs, quoi, je pense. Peut-être pas directement, t'allais dire, Thierry, non? Oui, je pense pas que ce soit volontaire, pour le coup. Je pense qu'on peut l'interpréter comme ça, mais je pense pas que ce soit volontaire de la part de la série. Ok. Mais ouais. Non, mais c'était cool. Je voulais dire un autre truc et j'ai oublié. Ah, bah ça reviendra. Scène numéro 28. À bord de l'Enterprise, Tucker annonce à Archer que le vaisseau n'est pas prêt au combat ni à la fuite. L'intercom sonne et il y a du mouvement Xindi. Scène numéro 29. Sur la planète, une trappe gigantesque s'ouvre et l'arme Xindi est déployée. L'Enterprise la pourchasse, mais elle est protégée par 5 vaisseaux insectoïdes. Là aussi, Le c'est pas conseiller. très beau. Hein. Comment? Là aussi, c'est pas très beau. Ouais, non, bah c'est dans la continuité. Ouais, cet épisode est pas. Je pense que c'est surexposé. Ils auraient mis un petit peu plus sombre. Bon, bref. Le conseiller humanoïde appelle et annonce avoir ordonné à tous les vaisseaux de poursuivre l'arme. Je crois qu'on a une bataille spatiale. Scène numéro 30. La navette est en chemin vers l'Enterprise. T'Pol a pu compiler de nombreuses informations. Scène numéro 31. Et dernière scène, dans une super cool bataille spatiale, l'Enterprise reçoit les coordonnées à viser pour détruire l'arme et s'en approche. Mais Dolim le tient et... Bordel! Il téléporte Hoshi à son bord avant de disparaître dans un vortex. Fin de l'épisode. Et c'était... Waouh! Cette accélération à partir du meurtre de Degra, en fait, tout ça démarre... ça explose, quoi. C'est assez incroyable. Ouais. Voilà. Du coup, je parle d'Hoshi, ça me rappelle un truc que je voulais dire. Je sais pas si vous en avez parlé, mais elle joue son rôle dans toutes les scènes avec le conseil Xindi et Archer où elle fait la traductrice. Et j'ai trouvé ça très cool. Oui, je l'ai pas du tout cité, je suis désolé. Ça apporte pas grand chose au personnage en soi, mais c'est cool de la voir faire ce pourquoi elle est là et de la voir le pratiquer. Et ils ont pas trouvé d'astuces de mise en scène pour qu'ils se comprennent directement et tout. Et ça fonctionne, quoi. Je veux dire, Hoshi, quand il y a des répliques impactantes qui sont dites par des aquatiques ou des insectoïdes, Hoshi les rend très bien et l'impact fonctionne, quoi. Elle joue bien cette espèce de truc pas forcément évident où elle joue son personnage à elle et en même temps son personnage doit retranscrire le ton de ceux qui parlent. Et je trouve que l'actrice s'en sort bien au niveau de ce jeu d'équilibre. À un moment, elle dit vous voulez pas que je traduise ça. C'était marrant. Cool. Pourquoi avoir téléporté Hoshi? Ben justement, je pense qu'on aura des explications peut-être dans l'épisode suivant. Mais sur le coup, moi, parce que pareil, je m'en souviens plus de la suite là. Je me dis que justement, c'est elle qui fait la traduction avec les aquatiques, entre Archer et les aquatiques. D'une part, donc ça veut dire que ça les handicape pour la communication avec les aquatiques, même si d'autres Xindi pourront faire la traduction. Mais bon. Et aussi parce qu'elle comprend les insectoïdes. Et peut-être que les insectoïdes veulent l'interroger. Je sais pas. Bon, après, ou alors, ils ont pris au pif, quoi. Ils en ont pris une sur la passerelle. Elle était. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir pris Archer?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bref. Ouais. C'était bien chouette. Hein. Et sinon, il y a quand même un reproche que j'ai au truc, c'est que les Xindi séditieux, belliqueux, qui veulent continuer la guerre, même s'ils ont des preuves que ça n'a aucun sens, c'est quand même ceux qui ressemblent moins à des humains. Et c'est un peu dommage. Alors, heureusement, il y a les aquatiques qui sauvent un peu le truc. Mais en gros, bizarrement, ceux qui ressemblent le plus à des humains, c'est-à-dire les primates et les arboricoles, c'est les premiers à se ranger du côté des humains. Après, ça peut être un peu logique dans le sens où on arrive à mieux convaincre ceux qui nous ressemblent, parce que peut-être qu'on a une vision, une méthode de réflexion plus proche. Si ça avait été l'inverse, par exemple, si ça avait été juste les insectoïdes et les reptiliens qui avaient été convaincus, et que les arboricoles et les primates, pas du tout, on aurait peut-être dit la même chose. On aurait dit, ouais, comme par hasard, ceux qui nous ressemblent sont nos antagonistes. Je sais pas. C'est beaucoup plus rare. Je sais pas. Tu sais, ça fait très... si ça ressemble à un monstre, c'est que c'en est un, quoi, tu vois. Ouais, puis comment j'en ai parlé un peu tantôt, là. Globalement, quand on t'introduit les espèces différentes, puis quand tu commences à savoir que le conseil est divisé, en tant que spectateur, tu as déjà une très bonne idée de qui va être les méchants. Quoi. Alors, si on arrive à s'allier à quelqu'un, tu vois de suite dans le caractère, puis la manière dont ils sont. Genre, ça aurait été beaucoup plus insidieux, puis peut-être beaucoup plus intéressant comme twist de faire justement que des gras, puis ou les arboricoles, etc., soient justement plus méfiants, puis c'est eux vraiment qui manigancent en arrière-plan. Quoi. Tout à fait. Ok. D'autres choses? On rentre quand même dans les détails quand on demande ce genre de choses, puis quand on reproche ce genre de choses, on parle d'une série, ils sont obligés de produire comme un épisode par semaine pendant comme 26 semaines. C'est quand même déjà bien grand ce qu'ils arrivent à faire là. Il y a il y a des séries de nos jours, ils sortent 10 épisodes tous les 3 ans, puis ils sont pas capables d'avoir la moitié de l'intrigue de ce qu'on arrive à avoir ici. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, c'est sûr que. Et puis, c'est un reproche que j'ai, mais c'est pas. Quand tu es habitué à Star Trek, normalement, si je dis pas de bêtises, tu es habitué à analyser ce que tu regardes et à essayer de saisir le sous-texte. Tu vois pas juste des extraterrestres qui font piou-piou pam-pam. Auquel cas, ce serait une série super chiante, parce qu'il y a beaucoup de moments où ils font que discuter, quoi. On en a déjà parlé. Si tu aimes le piou-piou pam-pam, t'as peut-être quoi faire quand même. Ouais, ça dépend. Mais on en a déjà parlé. On a vu qu'il y avait des personnes qui ne voyaient pas du tout certains sous-textes. Mais bon. Qu'est-ce qu'ils aiment en l'occurrence dans la série, du coup? Ils regardent ça pourquoi? Il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a. Non, mais là actuellement, tu veux voir des bastons dans l'espace avec des lasers, t'as plus le tort. Mais imagine dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas tant d'œuvres que ça et de séries que ça. Même jusque dans les années 2000, à part au cinéma. Même 90. Parce que même des choses comme Babylon 5, c'est pas juste piou pam pam, quoi. Il y a beaucoup de sous-textes là-dessus aussi, quoi. Ouais. Et si tu voulais voir des séries avec ce genre de choses, il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Hein. T'es un peu obligé de regarder Star Trek et Babylon 5. Hein. Donc voilà. Et moi j'ai regardé un peu dans les fanzines de l'époque, des années 70 notamment. On trouve des scans sur le net. Et là-dessus, Star Wars a vraiment été une révolution dans le sens où Star Wars faisait du piou-piou pam-pam, là où il y avait plein de gens qui n'attendaient que ça et qui devaient se taper des dialogues et des réflexions philosophiques pour pouvoir voir un petit peu de baston au pistolet laser, quoi. Et tout ce public-là qui est énorme, hein, parce que c'est aujourd'hui le public qui va voir les blockbusters au cinéma, hein, ils ont enfin eu
le film d'action futuristico-spatial dont il rêvait, quoi. Ouais. Voilà. T'es pas obligé de se taper les discours de Cisco qui parlent de tous les morts. Quelle bataille, hein. Sinon, pour revenir sur l'épisode, j'ai beaucoup aimé le petit rappel que fait Archer sur l'épisode d'avant, ou c'est encore avant, je sais plus où on en est, où il parle de l'Enterprise V et que les humains et les Xindi servent à bord. Voilà, cette phrase était déjà cool dans cet épisode-là, mais voir que maintenant il s'en sert aussi pour rassurer des gras. En motivation, ouais. Ça cimente un peu toutes ces choses-là, quoi, tous ces messages qu'il y a eu depuis la première, l'épisode de Shipment où il trinque avec un Xindi. Ouais. Et sinon, la mort de Degra est triste, mais la mort de Hawkins, quand même, parce que pour une fois, c'est pas juste un type au hasard dont on n'avait jamais entendu parler avant. C'est pas un red shirt. Ouais. C'est un personnage de la sécurité, enfin du Mako, qui a déjà survécu à pas mal de sorties extravéhiculaires et de Way Mission. Et puis là, non. N'empêche, ça dépasse le 20%. Heureusement qu'ils ont pris un mec expert en combat en zéro gravité, parce qu'il fait rien du tout. Mais parce qu'il n'y avait pas la zéro gravité. S'ils avaient été en zéro gravité, il aurait tout défoncé, le mec. Tu sais que tu vas envoyer... tu vas voir ce que tu vas prendre. Tu sais que tu vas envoyer ce gars-là, il faut que tu coupes la gravité avant. Ok. Non, mais après, il a un gros sac à dos où il aspire la gravité. Il aspire tout, puis là, il peut se battre. C'est comme... comment il s'appelle, le frère de Mario? Luigi. Ah, Luigi. Bon, bref. N'empêche qu'il y a quand même la fonction, dans une navette, tu as 4 personnages, 3 sont des principaux qui apparaissent à 100% des épisodes, et un qui est en arrière d'ailleurs dans l'image, je vais vous la montrer sur l'écran, qui tu sais qu'il est le sacrifiable, quoi. Ouais, c'est la place du mort. C'est le red shirt, en fait, même s'il a un nom. Attends, mais là, c'est... C'est l'avant red shirt, voilà. Techniquement, c'est les ancêtres des red shirts, ça? C'est un proto-red shirt. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'époque, ils avaient encore des noms et des scènes dans des épisodes précédents, mais après, ils ont arrêté. Oh là là, t'as fait combien de captures? 39. Et voilà. En même temps, tu sais, oui, c'est lui qui est tout au fond. Ça aurait été scandaleux qu'il tue l'un des 3 autres, techniquement. Mais ça aurait été... Ouais, mais ça aurait été cool. Ouais, ça aurait été cool. What the fuck? J'aurais été triste, mais ça aurait été cool. Oh my god. Tu perds Reed et tu perds Degra dans le même épisode. Dévasté. Bref. Ouais. Bien. Bon. Merci beaucoup à tous les deux. T'Pol a de l'humilité là-dedans. Là. Ils auraient jamais tué T'Pol. Ah bah non, T'Pol, c'est le personnage le plus important. De toute façon, faut qu'elle fasse un bébé avec Trip, donc faut qu'elle reste en vie. Bon, pourquoi pas, écoute, c'est bien. Combien d'épisodes il nous reste? 1, 2, 3, 4. 4 épisodes. Vous imaginez, en comptant le double épisode, du coup, donc techniquement 3, un peu plus de 3, quoi. Ouais. Et c'en est là, fini. C'est la fin. Là, on est parti, quoi. La sphère, elle part vers la Terre et tout. C'est chaud, hein. Je savais pas, je me rappelais pas. Enfin bon, je l'avais déjà dit, mais moi j'ai très très peu de souvenirs de cette saison 3, et moi je savais même pas que la sphère démarrait. Ça aurait été un peu décevant qu'elle démarre pas, hein, donc c'est bien, c'est cool qu'elle démarre scénaristiquement parlant. Merci beaucoup Thierry, on se voit bientôt. Oui, merci. Ciao. À bientôt. Et merci beaucoup Sean, on se voit bientôt. On se voit bientôt. Ciao, salut, bonne journée à toutes et à tous. À plus. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy
Maxi Pop.